Soyez les bienvenus à Télémidi où l'on est navré de constater que le soleil continue de bouder en cet été 72. En France, des éclaircies dans la moitié sud du pays, un assez beau temps, mais des éclaircies qui sont dues au Mistral et à la Tramontane. On a ainsi enregistré des rafales soufflant à 88 km à l'heure à Marseille hier soir et certains navires avaient de 1 à 3 heures de retard à l'entrée au port. Dans la moitié nord du pays, des nuages et de faibles pluies, des averses sur le littoral. Température toujours faible pour la saison. Et c'est pareil, et c'est même pire, un peu partout en Europe. Des sautes de température inhabituelles à Vienne, en Autriche, où l'on est passé ainsi de 15 à 33 degrés. En Belgique, des grêlons pesant jusqu'à 50 grammes. En Suisse, dans la région du Valais, des vignes dévastées par les pluies. En Italie, en Tchécoslovaquie, à Moscou, le temps à l'orage et des températures autour de 30 degrés. 30 degrés en Italie, surtout quand on est en vacances, c'est acceptable, mais 30 degrés à Moscou, c'est différent. En Floride, ce ne sont pas les aspirants aux vacances qui ont la vedette, mais les délégués à la Convention démocrate. Délégués qui choisissent le candidat devant, pour les élections présidentielles américaines, s'opposer au mois de novembre au président Nixon. Après quelques heures d'incertitude, il semble bien que le sénateur McGovern, qui représente au sein du Parti démocrate la tendance réformiste, voit toutes ses chances confirmées. En tout cas, McGovern vient déjà de remporter d'entrée 2 victoires. Premièrement, la Convention en séance plénière a décidé de lui rendre tous les mandats de Californie. C'est une grosse défaite pour les notables du parti et surtout pour M. Humphrey. Dans ces conditions, il ne manque plus à McGovern que quelques voix pour être choisi comme candidat. Deuxièmement, la Convention a également décidé d'invalider les mandats du maire de Chicago, M. Dilley, l'un des porte-paroles de la droite réactionnaire. 2 votes de procédure, mais qui sont en fait déjà des votes sur le fond. Le courant réformiste, le courant libéral est au sein de la Convention démocrate encore plus fort qu'on ne le pensait. McGovern a désormais de très grandes chances d'être choisi dès le premier tour. Une telle décision donnerait à la campagne présidentielle un intérêt inattendu, car ce serait bien cette fois 2 conceptions différentes de l'Amérique qui s'affronteraient à travers le duel McGovern-Nixon. Plus de nuages dans les relations franco-américaines. C'est le ministre français de la Défense, Michel Debré, que vous voyez ici photographié hier à Washington. C'est Michel Debré donc qui l'a affirmé hier soir. Il a souligné la cordialité de l'accueil qu'on lui a réservé au cours de la visite qu'il vient d'effectuer aux États-Unis, où il était l'invité officiel de M. Laird, secrétaire américain à la Défense, à ses côtés ici, sur cette photographie. Pour M. Debré, on s'est aperçu aux États-Unis que la France avait pris conscience de ses responsabilités, qu'elle était d'abord responsable de ses propres intérêts et de sa sécurité. Et cela, on l'a admis de l'autre côté de l'Atlantique. Autre voyage, à l'autre extrême, celui du ministre des Affaires étrangères, Maurice Schuman, en Chine. Hier soir, 4 heures d'entretien avec le Premier ministre de Pékin, M. Zhou Enlai, et puis une entrevue très cordiale de plus d'1 heure avec le président Mao Tse-tung. Chez son interlocuteur, âgé maintenant de 79 ans, M. Schuman n'a pas décelé le moindre signe de fatigue intellectuelle. Au contraire, Mao Tse-tung lui a paru remarquablement informé des problèmes du moment. Le président chinois a insisté pendant cet entretien sur la notion d'indépendance dans le monde, un monde où, a-t-il dit, la cassure des blocs n'a plus aujourd'hui de signification. On a souvent appelé l'Albanie la Chine de l'Europe. C'est dû à la fidélité de l'amitié albanaise pour Pékin, mais aussi à la structure et aux méthodes appliquées dans ce petit pays de Méditerranée. L'Albanie, vous la découvrirez mieux que jamais à une première ce soir. Effectivement, jamais une télévision occidentale n'avait pu filmer et travailler avec autant de liberté en Albanie. Ce jour-là, le 1er mai dernier, tout le peuple albanais défilait devant la tribune où avait pris place le maître incontesté du pays, le secrétaire général du Parti du Travail, Enver Hoxha. Depuis 1946, l'Albanie, c'est une démocratie populaire. Allié privilégié, la Chine. 1939, l'Italie fasciste attaque l'Albanie. Les communistes qui ont les premiers organisé la résistance populaire vont libérer le pays et conserver le pouvoir. L'Albanie, un pays qui avait jusqu'ici la réputation de vivre coupé du reste du monde, à l'abri de l'Occident, mais fermé à l'influence de Moscou. Chez nous, un fonctionnaire de mon grade, enfin, ne touche que presque 2 fois le salaire moyen d'un ouvrier.
aussi bien l'ambassadeur que le ministre, aussi bien l'employé de bureau que le professeur d'université vont dans la production travailler comme simples ouvriers un mois par an. Depuis 20 ans, le plus gros effort a été celui de l'industrialisation avec l'aide des Chinois. L'aide de la Chine populaire portée à l'Albanie socialiste est très importante. L'enseignement militaire est obligatoire à l'université. Batterie en position. Régime 300. Yar. C'est cette Albanie que vous découvrirez ce soir, un régime unique, un pays où les ministres gagnent à peine 2 fois ce que gagnent les ouvriers, où tout le monde retourne au moins une fois l'an à l'usine, mais vous l'avez vu, où tout le monde aussi, hommes, femmes, enfants, s'entraîne à faire la guerre. 2 millions d'habitants, 29 000 km² que Jean Bertolino et Christian Hiroux ont pu parcourir comme sans doute aucune équipe occidentale avant eux. 20h30 ce soir, une première. Toujours à l'étranger, le deuxième jour du procès du kamikaze japonais Okamoto en Israël. Okamoto veut mourir, il l'a dit plusieurs fois, il le répète. On confirme ce matin que ses aveux n'ont été obtenus que contre la promesse de le laisser se suicider. Promesse faite par les militaires qui ont interrogé le japonais, promesse qui n'a évidemment pas été respectée puisque Okamoto est bien vivant dans le box des accusés ce matin encore. À Tel Aviv ce matin, un attentat à la bombe. Explosion à la gare centrale des autobus en plein quartier des affaires. Premier bilan, 11 personnes blessées. Il y a 18 mois, un attentat semblable au même endroit avait fait 2 morts et 30 blessés. Après cela, la vie politique en France. Premier contact entre le nouveau Premier ministre et l'UDR depuis la nomination de M. Messmer à l'hôtel Matignon. Le Premier ministre a participé ce matin à la réunion du bureau politique du groupe UDR de l'Assemblée. Daniel Brem en direct de l'Assemblée nationale. En effet, Jean Lanzy, il y a participé et 2 heures durant en acceptant de répondre à de nombreuses questions. Alors, François Gerbaud nous a fait un long compte-rendu. De ce compte-rendu, je retiens 3 choses. La majorité reste la majorité présidentielle. Elle est représentée dans le gouvernement d'aujourd'hui comme dans celui d'hier. Elle doit avoir, a dit M. Messmer, des frontières nettes et franches. Une frontière n'est bien sûr pas un rideau de fer avec des mines et des barbelés. On peut la franchir librement, mais on doit savoir ce que l'on veut faire. D'où clarté nécessaire. Il ne faut pas qu'il y ait un no man's land où on ne reconnaît pas ses propres amis. C'est là, a-t-il dit, une question d'honnêteté. Sur le plan parlementaire, une annonce, il y aura un débat, une déclaration de politique générale, mais à la rentrée, à la session budgétaire. La commission des finances, entre-temps, sera tenue au courant des arbitrages budgétaires par l'intermédiaire de son rapporteur général, puisque M. Charbonnel, son président, vient d'être nommé ministre. Enfin, attitude du Premier ministre devant la majorité, eh bien, priorité est donnée au plus important parti de la majorité, c'est-à-dire à l'UDR, et c'est ce qu'a signifié la visite ce matin de M. Messmer au bureau politique. Cohésion de cette majorité et dialogue avec les trois formations. Au deuxième jour de son entrée en fonction, le Premier ministre reçoit cet après-midi les 3 secrétaires généraux des formations de la majorité, UDR, Républicains indépendants et PDM. Enfin, dernier point, c'est là une redite, mais je le donne, priorité à la politique sociale. Après un hommage à l'action de M. Chaban-Delmas, M. Messmer a dit qu'il poursuivrait activement la politique entamée. À vous, Jean Lanzy. Daniel, il y a des redites qu'il n'est pas mauvais de redire. Bruit à Nartois. On attend pour demain matin ou plus tard les résultats d'analyse des experts en tissu, analyse qui devrait établir si la victime a pu ou non monter dans la voiture de Maître Leroy. Et puis il y aura demain soir une nouvelle reconstitution des événements du jour du crime, tels que M. Leblanc, dernier témoin entendu, les a décrits. On note aussi une protestation du juge Pascal contre les informations erronées, selon lui, qui ont été publiées hier par un quotidien parisien. Le magistrat instructeur considère qu'il s'agit là d'attaques personnelles dont il est l'objet. Une sombre affaire de fraises et de pesticides. Des fraises françaises, exportées en Allemagne, on les accuse de provoquer des intoxications. Enquête de Claude Carré.
Le Périgord, ce n'est pas seulement la truffe ou le confit d'oie. Depuis 10 ans, la culture des fraises est ici en pleine expansion et est devenue l'une des ressources principales de la région. Production 8 à 10 000 tonnes par an. Cette année, la récolte était abondante, quand soudain, mi-juin, 300 personnes étaient intoxiquées en Allemagne par des fraises venues de Dordogne. Aussitôt, les expéditions françaises étaient bloquées à la frontière. La fraise est arrivée avec un goût piquant. À l'ouverture des wagons, on a constaté qu'il y avait un goût étrange et il a été appelé un expert allemand qui a contrôlé et qui a refusé systématiquement une partie de mes wagons. Et à ce moment-là, le marché allemand s'est écroulé et vous n'avez pas pu vendre? Dans les jours qui ont suivi, dans les 2-3 jours qui ont suivi, un cri d'alarme a été tiré sur le marché allemand. Là. Je vous dis, la presse a fait, je crois, a grossi l'affaire et a fait un tort considérable. Cette année, le Périgord a exporté 2800 tonnes de fraises. 95% de ces exportations vont vers l'Allemagne et la Suisse. Lorsque l'affaire éclate, le 21 juin, le marché allemand refuse donc de consommer des fraises françaises. Ici, en quelques jours, les prix baissent de 50%. Invendus, près d'un quart de la récolte est perdu. Vous voyez tous les fruits qui vont se perdre. Tout part à l'industrie à des prix dérisoires. Ça ne paie pas le personnel. On est obligé de les garder quand même, mais ils sont là. On espère remise un peu sur la remontante. On espère que l'exportation va reprendre. Mais... Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que vous servez de pesticides? Est-ce que vous servez de casiers particuliers? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, nous employons des casiers, nous avons des cartons, enfin des flingues, nous avons toujours employés. Jamais on a eu de pépins. Cette année, il y a une marchandise. Vous voyez, ces fruits qu'on cueille à l'heure actuelle, jamais le Périgord n'a vu d'aussi belle qualité. Les pesticides, il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois qui sont arrêtés. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. On se demande vraiment d'où ça vient. Oui, que s'est-il passé? C'est la question que tout le monde se pose sur le marché de verre en Dordogne. Un marché que la mévente dégarnit. Pourtant, les contrôles de l'inspection des fraudes avant exportation avaient été faits normalement. Et depuis, les analyses n'ont rien donné. Ah non, c'est trop cher, je n'ai rien. Mais goûte-la. Eh bien, il est assez difficile de s'expliquer ces intoxications puisque les prélèvements qui ont été faits immédiatement et adressés au professeur Mestre à Montpellier n'ont pas révélé de traces de pesticides dans les fraises prélevées. Les tests qui ont été faits sur les emballages n'ont rien révélé d'anormal non plus. L'enquête en France se poursuit, mais la suspicion jetée par cet incident sur les fraises françaises en général inquiète. En Dordogne, cette culture récente a apporté une richesse relative. Sa disparition serait ressentie durement. Si le marché allemand ne se rouvre pas, les gens qui vivent pratiquement que de fraises ici vont être obligés de se tourner sur autre chose, mais quoi? En sérieux, moi j'espère que cette histoire-là va s'éclaircir, parce que de toute façon ce n'est qu'un cas isolé, absolument isolé. On ne peut pas comprendre que pour une histoire qui s'est produite sur quelques wagons, tout le monde paye les pots cassés, mais pour la région c'est une catastrophe totale. Les fraises ont été consommées en France tout le temps. Il n'y a pas eu un cas de maladie, pas un cas de... absolument rien, personne n'a été malade, alors c'est quelque chose qui est pratiquement compréhensible. Actuellement, la fraise allemande a pris la relève sur le marché germanique. Puis ce sera le tour des fraises lorraines. Dans quelques semaines, il y aura ici une nouvelle récolte. Son succès dépend des conclusions de l'enquête. Il faut noter que l'enquête en Allemagne n'a pas donné grand-chose de très concret. Les analyses l'ont prouvé, les fraises du Périgord ne portent pas de résidus anormaux de pesticides. Alors on comprend la colère des producteurs français qui voient leur saison d'exportation freinée par cette affaire et par ces fausses nouvelles. Pour le tabac, c'est certain, les fumeurs l'ont constaté ce matin en allant chez les buralistes. Hausse sur 154 catégories différentes de cigarettes, hausse décidée par le CEITA, et qui va de 20 à 50 centimes le paquet, 20 centimes sur la gauloise bleue, considérée comme la plus démocratique, et 50 centimes sur la plus chère des anglaises, au paquet rouge, le paquet que l'on dit le plus smart du moment, smart voulant dire chic et peut-être aussi un petit peu snob. Peut-être cela vous incitera-t-il à moins fumer pendant la période de vacances. En tous les cas, ceux qui vont souvent en Suisse par la route doivent s'entraîner à rouler moins vite. En effet, le 1er janvier prochain, la vitesse maximum sur le réseau routier helvétique sera limitée à 100 km à l'heure, avec 2 exceptions, les autoroutes globalement, et aussi quelques portions de routes considérées comme bien construites, sur lesquelles on pourra monter jusqu'à 120 km à l'heure. J'en viens maintenant au sport, avec la nouvelle de la matinée, Roger Pinjon, vainqueur du Tour de France 67,
n'a pas pris le départ ce matin de la 9e étape du Tour, Luchon-Colomiers. Pinjon avait perdu beaucoup de temps dans la 2e étape pyrénéenne. Il abandonne parce que, dit-il, à 32 ans, il ne veut pas se retrouver au fond d'un ravin. Il a eu peur dans l'école, peur de la chute, il écoute la prudence et, selon certaines dépêches même, il abandonne non seulement le Tour de France, mais aussi le cyclisme. Sans doute savez-vous qu'Eddy Merckx a repris le maillot jaune hier à Luchon. L'étape d'aujourd'hui comporte 3 petits cols et, aux dernières nouvelles, pour le premier de ces cols, le col des Arts, 4e catégorie, il y avait un homme en tête, tout seul, le Français Christian Raymond, qui est passé là, à 27 km du départ de Luchon, donc avec 1 minute 30 d'avance sur un peloton groupé au sein duquel figurait le maillot jaune Eddy Merckx. En natation, au championnat d'Allemagne de l'Est, Roland Matthes a accompli un exploit étonnant. Il a amélioré de 2 secondes 8 dixièmes son propre record du monde du 200 mètres d'eau. À 2 mois des Jeux de Munich, les meilleurs athlètes français de l'an dernier, Nallet et Villain, ont fait dimanche une rentrée intéressante. Je dis rentrée parce que l'un et l'autre avaient eu quelques ennuis physiques récemment. 8,43 après 4 mois d'interruption de compétition. J'ai été 3 mois arrêté par la maladie. Et puis ensuite, j'ai eu un mois de reprise, qui a été le mois de juin. Et maintenant, pour être le 9 juillet aujourd'hui, faire 8,43, je trouve que c'est quand même pas mal. Et que si on me fait confiance à mon sérieux, je pourrais être revenu quand même dans 1 mois et demi. Nous sommes à 15 jours des championnats de France, Jean-Paul, alors quels sont vos espoirs maintenant? Eh bien, comme ils l'ont toujours été, car je n'ai jamais perdu le moral, pas plus pour les championnats de France, quoique diminué, j'accepterai nettement la défaite en me battant jusqu'au bout avec les moyens que je possède actuellement. Il n'est pas impossible de revenir au meilleur niveau, mais il suffit certainement une course comme les Jeux Olympiques de Munich, 1 seconde ou 2 dixièmes peuvent décaler une place d'une dizaine de mètres, et qu'en 10 mètres à Munich, il y aura certainement 3-4 gars. Mais il ne faut pas quand même se démoraliser, mais c'est un fait que je veux souligner, que je ne chercherai pas d'excuses de par ma maladie, et je ferai le maximum pour les Français. Jean-Claude Nallet, de bonnes nouvelles. Oui, en effet, pour l'instant, tout va très bien, enfin tout va bien, disons, parce qu'à la suite de ma blessure, je suis resté sans compétition depuis pratiquement le mois d'avril, le premier tour des interclubs. J'ai fait tout d'abord une entorse et ensuite une fracture de fatigue qui m'a immobilisé pendant 27 jours de course, sans faire de course pratiquement, tout le mois de mai environ. Le plus important pour vous, c'était de reprendre contact donc, avec la compétition. Vous êtes satisfait? Satisfait, oui, satisfait naturellement, parce qu'il fallait reprendre le goût de la compétition et puis également savoir si mon pied tenait réellement, parce que c'était, je pense, le plus important pour moi. Vos objectifs pour les championnats de France, Jean-Claude? Une rentrée sur 400 haies? Eh bien oui, une rentrée sur 400 haies, et je pense que si je suis en mesure de doubler 200 et 400 haies, je ferai 200 et 400 haies. Mais je ne sais pas encore, ça va se décider certainement d'ici une dizaine de jours environ. Que pensez-vous de la situation actuelle du 400 haies dans le monde? Eh bien, elle n'est pas trop, comment dirais-je, pas très brillante, mais elle l'est quand même malgré tout au niveau américain, puisque Mann a fait 48,4, le deuxième américain 48,7, mais enfin, dans l'ensemble, je pense que je peux encore rester dans le coup, très nettement, je pense. Les Américains, un forfait important pour Munich, celui de Pat Patsdorf, recordman du monde du saut en hauteur avec 2,29 m. Il n'a pas été sélectionné. Pour les épreuves de sélection, Matsdorf était à 19 cm de son record, il n'a sauté que 2,10 m, il ne viendra pas à Munich. En Islande, le championnat du monde d'échecs a enfin commencé hier soir. On qualifie de match du siècle la rencontre entre le soviétique Boris Spassky, calme et méthodique, qui est ici à droite, et l'américain Bobby Fischer, qui fut champion aux États-Unis dès l'âge de 14 ans et qui fait maintenant figure d'une prima donna aux caprices nombreux, ce qui a retardé le départ du match. Mais être une prima donna, ça n'enlève rien à la qualité du jeu de l'américain et des spécialistes. Cette édition du mardi à Télémidi comprend une page consacrée aux affaires. Les cours de la Bourse de Paris ne vous seront donc donnés que vers 13h40, mais nous ne ferons pas attendre les boursiers et ceux qui s'intéressent aux finances. Nous ne les ferons pas attendre pour le plus longtemps pour leur donner brièvement la tendance en nous mettant en liaison avec Gérard Vidalanche à la Bourse de Paris. Nous l'entendons ? Tout de même très satisfaisante, avec des hausses sans doute isolées, mais tout de même appréciables. Disons que la bourse attend les déclarations de M. Giscard d'Estaing devant le Conseil économique et social sur les grandes orientations
économique et financière du gouvernement, et également la bourse attend bien sûr la préparation du budget. Il semble que le marché soit beaucoup moins sensibilisé par la crise monétaire depuis que l'Europe s'est hérissée de contrôle d'échange. Et puis enfin tout de même, le marché prête l'oreille à un certain ralentissement de la production industrielle. En mai, en effet, la production n'a que très faiblement augmenté par rapport au mois d'avril. À tout à l'heure donc pour les cotations. Bon, à tout à l'heure, Gérard, je crois qu'il nous disait, quand nous ne l'entendions pas, que la bourse était somme toute assez satisfaisante ce matin. Invitons maintenant les Benoît et les Olga, dont c'est aujourd'hui la fête. Invitons-les à suivre avec nous l'hebdomidi affaires de Philippe Gallard, qui est consacré à l'autorité dans l'entreprise. Le travail qu'il fait, c'est pas un travail, enfin, c'est un travail de contrôle en général, si vous voulez. C'est pas tellement un travail qui vise à contrôler le travail d'une personne. Hein. Oui, bien sûr. Mais ne considérez pas que s'il fait des remarques, c'est des remarques envers vous. Hein. Non, non, c'était pas pour ça. Disons que j'étais énervée, puis c'est parti. Un agent de maîtrise. Ils sont 350 000 en France, chargés dans les ateliers de la bonne marche de la production et donc des conditions de travail. Ces sous-officiers de l'armée industrielle sont pour des milliers d'ouvriers l'image de l'autorité. Ils sont donc sur le front social en première ligne. Il faut pour cela une solide vocation, une vocation comme celle de M. Daven, qui se fait aujourd'hui plutôt rare. Monsieur Daven, vous étiez dans un bureau d'études, je crois, et vous êtes chef d'atelier. En entrant dans l'entreprise, j'étais effectivement dans un bureau d'études et 5 ans après être entré dans l'entreprise, je suis effectivement passé chef d'atelier. Ça vous attirait? C'est surtout le côté humain qui est le plus intéressant dans la fonction maîtrise. Qu'est-ce que vous appelez le côté humain? Le fait d'avoir à résoudre avec du personnel des problèmes qui leur sont particuliers, et chaque membre du personnel a certainement des problèmes qui leur sont propres, d'essayer de résoudre avec eux ce genre de problèmes qui peuvent être autant des problèmes techniques et propres à leur travail que des problèmes qui leur sont personnels et qu'on essaye de régler avec eux dans la mesure de nos possibilités. Des agents de maîtrise comme celui-ci, le patronat français voudrait en avoir beaucoup. Mais la jeunesse, la compétence technique, le sens du contact et la vocation, tout cela est bien difficile à réunir. Aussi, dans son ensemble, le corps de la maîtrise est-il un corps malade, bousculé à la fois par la contestation venue d'en bas et par les réformes venues d'en haut, devant lesquelles souvent il se raidit, alors qu'il devrait évoluer au moment où son autorité est concurrencée par le pouvoir des experts, des organisateurs et aussi par celui des délégués syndicaux. Dans l'entreprise, l'agent de maîtrise est devenu l'organe le plus fragile et le plus exposé. Aussi lui demande-t-on aujourd'hui de changer son style d'autorité. Les rails support de borne avant de... Ça a une importance, je le peux aussi dire comme ça. Ouais. Je pense que le travail d'un agent de maîtrise est effectivement un travail ingrat. Hormis le fait qu'il faille connaître le matériel pour pouvoir guider le compagnon dans son travail, il y a certainement l'aspect humain du rôle d'un agent de maîtrise qui doit rebuter pas mal de gens. Ce qui fait qu'effectivement, l'agent de maîtrise est certainement considéré à tort, certainement, par certaines personnes comme un garde champêtre ou un adjudant. Ce n'est quand même pas le rôle principal d'un agent de maîtrise. Et je vois mal un agent de maîtrise au garde à vous dans un atelier en train de surveiller les compagnons qui sont sous ses ordres avec une trique ou avec un bâton pour essayer de les faire travailler. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. La bonne méthode, et pourtant le style hiérarchique et autoritaire est encore dominant dans bon nombre de petites et grandes entreprises françaises. Comment se manifeste-t-il? Eh bien, écoutons cette interview de deux délégués syndicaux dans une grande entreprise automobile parisienne. Dans mon atelier, on consulte absolument pas les travailleurs. Il n'y a pas d'autorité partagée. Vous avez demandé des consultations quelquefois? Nous avons demandé des consultations, par exemple, lors de la dernière réduction du temps de travail en décembre 71, il y avait une demi-heure de réduction. Nous avons demandé une consultation qui a été refusée, bien sûr. Alors nous avons fait notre consultation en cachette et nous avons affiché le résultat de la consultation. Cette consultation donnait, les travailleurs voulaient la réduction du temps de travail le vendredi et elle a été refusée. Qu'est-ce qui a été décidé? On a étalé la réduction, tout
toute la semaine. Et vous, monsieur René Audry, vous êtes agent technique dans les bureaux, ça se passe de la même manière? À peu de choses près, c'est équivalent, étant donné que les cadres, il n'y a que les cadres, disons, qui sont informés pour l'instant. Et depuis 1 ou 2 ans, il y a des notes de service pour information aux cadres. Et ils sont très informés? Très non. Par exemple, vous allez bientôt déménager, là, les usines Citroën vont quitter Paris. Voilà, c'est un cas... Est-ce qu'on vous a dit où vous alliez? En ce qui concerne les grosses sections, disons, de l'usine, on sait à peu près où on ira. Mais malgré nos demandes plusieurs fois répétées, disons, nous n'avons toujours pas pu obtenir de la direction au comité d'établissement qu'elle nous dise, service par service, où chacun ira. Comment vous avez appris le déménagement? Tous les détails qu'on a pu avoir, nous l'avons appris par la presse. Nous avons fait état de ces détails au comité d'établissement et nous n'avons aucune confirmation de la direction de tout cela. Et pourquoi, d'après vous, ce refus de donner des informations? Personnellement, je pense que c'est la philosophie de la direction, disons, qui veut que l'autorité ne se partage pas chez Citroën. L'aile avancée du patronat français est elle-même convaincue que ce style purement hiérarchique et autoritaire est devenu doublement condamnable. Sur le plan de l'efficacité, ce style n'est plus adapté à la complexité des entreprises modernes. Et puis sur le plan social, il est de plus en plus difficilement toléré, il est facteur à l'intérieur de contestation, à l'extérieur de répulsion pour le travail industriel. Aussi, comme vous allez le voir, le recyclage des agents de maîtrise et des contremaîtres est-il devenu un objectif essentiel? Ce sont des attitudes devant le travail, mais ce sont aussi des attitudes dans une équipe de travail, et en particulier peut-être des attitudes devant la hiérarchie. Ça introduisait d'une façon marginale et importante, je crois, le problème du commandement. Voici un groupe de formation d'agents de maîtrise. Ici, à l'Institut de formation des entreprises de la région parisienne, on s'emploie à transformer des chefs en animateurs. Ces chefs d'atelier, ces contremaîtres, même les plus anciens, n'avaient jamais été formés à l'exercice de l'autorité. Ici, on leur apprend à ne plus donner d'ordre, mais à former, à informer, à mener une réunion, bref, à ce qu'on appelle faire participer. En souhaitant que, devenus bons animateurs, les agents de maîtrise ne connaissent plus les problèmes des chefs. Des problèmes humains sont constants et journaliers. De quel genre, par exemple? Des problèmes principalement de commandement. Les ordres donnés ne sont pas forcément acceptés comme on pense qu'ils le devraient, enfin comme nous pensions qu'ils auraient dû l'être avant. Et pour quelle raison? Eh bien parce qu'ils étaient formulés d'une certaine manière qui n'était pas forcément la bonne et certainement pas la bonne. Parce que ces ordres ne tombaient pas au moment où il fallait qu'ils tombent. Les gens n'avaient pas cette acceptation qu'ils ont peut-être mieux maintenant. Et vous croyez qu'en changeant de formulation, de méthode, ils vont mieux obéir? C'est certain, c'est certain. Ils changent et nous changeons. De bons contacts individuels et de bons contacts de groupe font de bons rapports de commandement. Lorsqu'on est vraiment humain, lorsque ce n'est pas un ordre militaire, lorsqu'on arrive à faire comprendre pourquoi la plupart du temps, et lorsqu'on participe à la décision, l'ordre passe tout seul. Et surtout si les gens comprennent pourquoi ils font cette chose. Alors vous y prenez comment maintenant, concrètement? C'est déjà faire comprendre le matériel que nous fabriquons, à quoi il sert. Que chacun ait la responsabilité du travail qu'il accomplit et du travail qui est bien fait. Mais si vous arrivez par exemple d'avoir augmenté une cadence, même en l'expliquant très bien, est-ce que c'est bien accepté? Si c'est mal accepté, c'est que nous ne l'avons pas bien expliqué. Ça doit être accepté et nous devons donner des informations nécessaires pour que ça soit accepté. Et si l'élève comprend mal, c'est que l'instituteur a mal appris. L'autorité dans l'entreprise est-elle vraiment en crise? Et face à cette crise, est-elle vraiment en train de changer? Ce sera les thèmes de notre débat d'aujourd'hui. Autour de la table, nous avons M. Boniface, qui est du comité directeur de la CGC, Confédération Générale des Cadres, et qui a été agent de maîtrise du fonds dans les mines de charbon.
Nous avons également M. Boursier, qui est délégué général de l'Union des industries métallurgiques et minières et qui représente ici le patronat français. Enfin, nous avons M. Jean Auger, qui est chef de fabrication chez Chausson et qui anime la section ingénieur et cadre automobile de la CFDT. Auparavant, avant d'entamer ce débat, nous allons regarder un autre témoignage. En effet, le symptôme le plus aigu de la crise de l'autorité, c'est certainement la séquestration des cadres. À l'issue d'une de ces séquestrations, il y a quelques mois, Pierre Champetier avait recueilli le témoignage d'un cadre et lui avait posé la question, dans votre entreprise, qu'est-ce qu'un cadre? Il fait appliquer le règlement avec rigidité. Quand il n'a pas de problème, il redevient le monsieur aimable, mais dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a la moindre tentative de discussion, si vous voulez, ça ne s'accepte pas. On ne discute pas. Vous n'êtes pas là pour penser, hein, vous êtes là pour travailler, et toute l'organisation du travail est bâtie là-dessus. Hein. Il y a les gens qui pensent, et puis il y a les gens qui exécutent. On a l'impression que les cadres sont choisis plus en fonction de leur aptitude à obéir à l'échelon supérieur, plutôt que de leur aptitude à commander. Il y a peu de délégation de pouvoir, et en général, le cadre vis-à-vis de l'ouvrier se retranche derrière le règlement. Quand il y a un conflit, les cadres sont tous derrière la direction. Mais à longueur d'année, le reste du temps, les cadres critiquent la direction. Chacun critique le niveau hiérarchique supérieur. Vous voyez, critique telle attitude de tel monsieur, sa tournure d'esprit, son manque de contact, c'est un incapable, etc. Et puis dès qu'il y a un conflit, tout le monde oublie les petites rancunes, les petites haines personnelles, et hop, tout le monde se remet derrière la direction. La position du cadre, est-ce qu'elle n'est pas aussi fragile en fait que celle de l'ouvrier? Est-ce qu'il ne peut pas être renvoyé du jour au lendemain? Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien installé? La plupart du temps, les cadres ne sont pas renvoyés. La cloche, elle reste 20 ans. La cloche, tout le monde le considère comme une cloche, mais il reste 20 ans. Alors, ils n'ont pas de problème, mais ils savent que c'est comme ça parce qu'ils sont fidèles. Ils savent bien que ce n'est pas par respect de leur qualité ou de leur travail. C'est parce qu'ils sont fidèles. On leur demande d'être fidèles, donc tant qu'ils seront fidèles, ils n'auront rien à craindre. Celui qui est infidèle, il a tout à craindre. Je crois que tout homme, qu'il soit ouvrier ou agent de maîtrise, s'il voit que le pouvoir est bien exercé par des gens qui ont le sens de la mesure, ils ne cherchent pas à le ridiculiser, le pouvoir. Tout le monde le reconnaît, en fin de compte. Mais si le pouvoir se déjuge en faisant des bêtises, licencier un ouvrier pour une insulte, alors là, la tentative est grande de le ridiculiser, en allant plus loin encore que le fait premier qui a provoqué la séquestration. Monsieur Boniface, je vois à vos protestations pendant la projection de ce film que vous n'êtes pas d'accord. Oui, monsieur, je suis assez surpris des réponses qui ont été faites par cet agent qui a été interrogé et que vous appelez vous-même un cadre. Et voyez-vous, monsieur le délégué général, je voudrais vous dire que j'espère fort heureusement pour vous que dans vos industries, vous n'avez pas beaucoup de ce genre de cadres. Parce que je crois que finalement, je ne suis qu'un simple agent de maîtrise, bien sûr, mais je crois que la réaction des cadres en général, surtout s'ils appartiennent à une organisation syndicale, ne sont pas du tout celles de ce monsieur qui vient d'être interviewé. Je pense que s'il lit les journaux en ce moment, il a pu voir les conflits chez Melior, il a pu voir les conflits de cadres chez Westinghouse, et par conséquent, si tout au moins il a pu répondre, tenir ses propos à une certaine époque, je pense qu'il ne les tiendrait pas aujourd'hui. En tout cas, je m'insurge en faux contre tout ce qui a été dit, et moi qui ne suis qu'un agent de maîtrise, je vous assure, j'ai passé toute ma carrière dans la mine, au fond, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien la solidarité entre cadres et agents de maîtrise est très grande dans le travail, c'est sûr, mais elle est aussi très grande devant les injustices. Il s'agit là de la solidarité entre cadres et ouvriers. Qu'en pensez-vous, monsieur? La solidarité entre cadres et ouvriers n'est pas une solidarité évidente. Il est bien évident que, comme l'indique ce film, le cadre est souvent amené à faire respecter des instructions ou des ordres décidés en dehors de l'ouvrier. Et pour en revenir au problème de l'autorité, il semble que l'autorité doit évoluer. Actuellement, la délégation se fait de la direction vers l'ouvrier et l'on descend petit à petit les échelons hiérarchiques. Puis à un certain moment, la délégation s'arrête et là, le cadre ou l'agent de maîtrise décide, comme ça a été dit, sans s'occuper du personnel, ou tout au moins sans s'occuper de l'opinion définitive du personnel, car il y a des nuances à apporter. Mais je crois que les efforts actuellement du patronat tendent justement à faire participer le salarié aux ordres et aux directives.
Oui, je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Boniface, que ce que nous avons vu tout à l'heure n'est pas du tout représentatif, c'est une caricature de la vie en usine, qui peut s'expliquer sans doute parce que nous avions une situation à chaud. Mais en fait, elle est exactement le contraire de la voie vers laquelle nous allons, telle que nous voulons la revoir. Alors, vous m'avez dit, aujourd'hui, comment se présente l'autorité et comment évolue-t-elle? Elle évolue, cette autorité, justement dans le fait que l'agent de maîtrise aujourd'hui a un rôle qui a beaucoup changé, qui est devenu peut-être encore plus important que par le passé, ce qu'on ne dit pas, alors qu'au contraire, il est parfois mis en cause. Plus important parce que dans le passé, l'image, un peu théorique, elle n'a jamais été tout à fait celle-là, c'était que l'agent de maîtrise était en fait le chef d'un groupe, d'une équipe d'exécution dont il définissait à peu près l'ensemble des travaux et dont il était le patron. Aujourd'hui, l'agent de maîtrise se trouve à la croisée en fait de trois lignes importantes dans l'entreprise. La ligne hiérarchique, mais la ligne hiérarchique a beaucoup changé, en sens qu'elle a besoin aujourd'hui plus que jamais de communication dans les deux sens. Alors, ce besoin de communication et ce désaveu de la ligne hiérarchique, en quelque sorte, est-ce qu'il ne vient pas justement de réactions comme celles que nous avons vues et contre lesquelles M. Boniface réagissait? Alors, la deuxième ligne, c'est la ligne d'exécution, mais il y a une troisième ligne qui avant existait peu et maintenant est très importante et vient fausser les données en partie, c'est ce qu'on pourrait appeler la ligne des services techniques, des services d'études, d'organisation, de préparation du travail. Ceux qui pensent. Et qui ceux qui pensent, mais justement, ils pensent sans toujours penser humain. Et le rôle de l'agent de maîtrise, voyez-vous, c'est très important, c'est que aussi bien dans la ligne hiérarchique vers le haut, que vers le bas, vers l'exécution, que horizontalement vers les services de préparation du travail, il doit leur amener l'homme qui va être l'exécutant réel et non pas cet homme un peu théorique dont on est parti dans les calculs ou les études des services d'études. Et inversement, dans toutes les méthodes d'application, les méthodes de travail qu'il va avoir à faire appliquer, il doit les adapter à l'homme qu'il a en face de lui et qui ne répondra pas non plus à ceux pour lesquels ces études ont été exactement faites. Alors vous voyez tout de suite que c'est un rôle très différent du passé et qui exige de sa part un sens des relations humaines à côté de tout ce qui était la compétence technique considérable. Monsieur Boniface. Oui, je voudrais dire que je partage à peu près le point de vue de Monsieur Boursier, mais je voudrais tout de même profiter de cette occasion pour dire que je ne pense pas à l'heure actuelle que dans n'importe quelle société, qu'elle soit capitaliste ou qu'elle soit socialiste, ou qu'elle soit même une société nouvelle, qu'il y ait beaucoup de gens pour contester l'autorité. Finalement, les événements que nous avons vécus, les difficultés que rencontre la maîtrise sont parfois le fait d'une poignée de gauchistes et de contestataires permanents qui ne pensent probablement surtout qu'à saper les bases de notre société actuelle par tous les moyens. Et il est évident que l'agent de maîtrise est le plus vulnérable parce qu'il se trouve au bas de la hiérarchie, c'est certain. Mais lui-même, effectivement, il a des contacts, il a des difficultés certainement dans ses contacts avec la base, il en a avec le sommet, et il y aurait certainement beaucoup à dire sur la hiérarchie effective de l'agent de maîtrise, sa situation hiérarchique. Vous pensez, M. Augier, que ce soit simplement le fait de quelques agitateurs ou d'une évolution plus profonde? C'est une évolution plus profonde. Autant je partage les points de vue et selon lesquels l'autorité est nécessaire. Et nous partageons ces points de vue. Mais, si vous voulez, je crois que l'autorité, et j'en viens tout à l'heure à ce que je disais à propos de la délégation du haut vers le bas, l'autorité doit évoluer vers une délégation du bas vers le haut. Autant il sera facile à un agent de maîtrise et à un cadre de faire exécuter un ordre parce qu'il aura préalablement pris les conséquences sur les hommes que l'ordre concerne, il aura pris auprès de ces hommes la température, si vous voulez. Et ces hommes auront exprimé leur point de vue sur l'ordre. Et à partir de cette délégation vers le haut, ils n'auront plus de problèmes d'autorité tels que ceux qu'on a pu voir et ceux qui ont été soulevés tout à l'heure comme mauvais par les gauchistes ou autres. C'est une conception différente de l'autorité qui est nécessaire. Je pense qu'il y a maintenant trop d'indices où tel ouvrier jeune ou tel groupe d'ouvriers s'oppose à des décisions pour lesquelles il a une idée assez précise des conditions dans lesquelles elles ont été prises. Il y a trop d'indices pour que nous ne soyons pas amenés les uns et les autres à faire évoluer la notion d'autorité et aller assez loin dans le sens que j'indiquais tout à l'heure. Et est-ce que cette délégation dont vous parlez
sera compatible avec le maintien du pouvoir. Parce que je me demande, la question que je me pose, c'est jusqu'où va cette délégation? Est-ce que dans votre esprit, c'est une remise en cause du pouvoir dans l'entreprise? Dans ce cas-là, en tant que cadre, vous risquez vous-même d'être un peu dans une mauvaise posture. Ou est-ce que vous l'arrêtez, si vous voulez, au stade de l'atelier et de l'agent de maîtrise? Non, il faut avoir il faut enfin engager les conséquences de ce que l'on avance. Il est bien évident que je suis remis en cause très fréquemment par mon propre système, par ce que je propose. Mais c'est là notre place. Notre place, justement, c'est de faire en sorte, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, de coordonner les aspirations d'un certain nombre de personnes avec des données plus économiques, plus techniques. C'est notre rôle. On doit assumer le conflit en permanence. Et bien sûr, notre situation sera certainement beaucoup moins sécuritive qu'elle ne l'a été par le passé. Mais ça, c'est les conséquences même de ce que plus de personnes ont droit de s'exprimer sur un problème déterminé. La décentralisation ne met pas en cause l'autorité du tout. On a un peu trop tendance à voir l'autorité comme quelque chose qu'on découperait en rondelles, genre un saucisson, ce qui est totalement faux. La décentralisation implique une démultiplication de l'autorité et par conséquent un renforcement de celle-ci sous des formes différentes, car ça met en cause tous les échelons à ce moment-là. Voilà, c'est le point important qu'on ne voit pas bien. Oui, en contrepartie, le fait d'avoir délégué l'autorité du bas vers le haut fait qu'un ordre reçu sera un ordre accepté et qu'en fin de compte l'autorité restera entière, puisque celui qui aura à exécuter l'ordre en aura accepté a priori le contenu. Quand je donne une initiative aux gens qui sont en dessous de moi, j'enlève rien à ma responsabilité, mais je leur en donne à eux. Tandis que si je prends la décision moi-même, je n'ai pas davantage de responsabilité qu'aujourd'hui, et eux n'en ont plus. Voilà, si vous voulez, traduit de manière beaucoup plus concrète ce que je voulais dire à ce sujet. Débat sur l'autorité, et maintenant la place de l'argent dans les affaires, la Bourse de Paris. Oui, tout à l'heure, je vous disais donc que la bourse avait une allure assez satisfaisante, petit vent, petite allure, bien sûr, ce n'est pas le gros marché, des activités records, les échanges sont tombés en dessous de 200 millions, environ 175 millions par jour, mais il y a tout de même des hausses. Et nous allons voir tout de suite un certain nombre d'entre elles, notamment la Banque de la construction pour les travaux publics, à 698, 97, Penwet, très ferme, 200 francs, un peu moins ensuite, et vous verrez de ci, de là, tout de même des valeurs en hausse, et finalement très peu de baisse. Dans l'électronique, un succès français à l'exportation assez important, Thomson CSF, qui est lié avec la Matra dans la construction de missiles. Eh bien, le missile Crotale, la licence de ce missile a été vendue aux Américains. C'est un missile sol-air destiné à la défense tout temps contre des avions volant à très basse altitude. Ce sont des réalisations très difficiles à mettre au point. Les Américains n'avaient pas réussi précisément à mettre sous la forme de série industrielle la fabrication de ces engins. Eh bien, Thomson CSF remporte aux États-Unis un succès indéniable. Également, dans le secteur des techniques avancées, l'informatique, il y a un accord qui est conclu entre le Crédit Lyonnais et la Ségos. Leur filiale informatique se trouve réunie désormais dans une nouvelle société, Sligos, qui sera présidée par le directeur général du Crédit Lyonnais, M. Saint-Jours, et cette société offrira la gamme complète des services informatiques, aussi bien aux grandes entreprises qu'aux petites, aux entreprises publiques ou privées, équipées ou non d'ordinateurs. C'est la première fois qu'une très grande banque ainsi prête ses services à l'ensemble des entreprises dans le cadre d'activité de l'informatique. Vous voyez qu'il y a tout de même des baisses, et particulièrement du côté des laboratoires pharmaceutiques, puisque le laboratoire Bellon aujourd'hui baisse de 4 francs. Paris-France, du côté des magasins, cède également un peu de terrain, 4 francs. Le président de la financière de Suez, M. Michel Kaplan, a écrit à ses actionnaires pour expliquer l'accord intervenu au sujet des assurances du groupe de Paris. Le numéro 1 du secteur privé, vous savez, a éclaté en raison de dissensions internes. Eh bien, le Suez se félicite de l'accord intervenu et surtout du rapprochement réalisé avec la Banque de l'Indochine, puisque le Suez va être maintenant le principal actionnaire de la Banque de l'Indochine, et le président signale que cet accord ne représente pas pour la société un effort de trésorerie considérable. Le lingot est en légère hausse, 10 075, on se rapproche du niveau record qui est de 10 100.
Les autres pièces sont également en léger gain, comme le Napoléon à 68,90 contre 68,70. Je voudrais vous présenter maintenant très rapidement un rapport de société, qui est le rapport de DMC, mais c'est simplement un exemple, pour vous montrer que les entreprises font un effort d'information, aussi bien pour les actionnaires, mais pour leur personnel. Dans ces documents, que je vous engage vivement à demander aux entreprises, vous y trouvez tous les renseignements financiers, industriels, sur la vie des entreprises. Je crois que ce sont des documents de vulgarisation tout à fait utiles. À vous, Jean Lanzy. Merci Gérard. Je crois qu'on peut ajouter que ceux qui sont restés avec nous jusque-là ont fait aussi, eux, un effort d'information et nous les en remercions et nous leur souhaitons tout spécialement une très bonne après-midi.